Bonsoir donc, merci pour votre présence, merci pour la Cité des Sciences de me convier à évoquer les architectures de terre. Toutefois, en une demi-heure, présenter une approche linéaire, chronologique et rationnelle sur une épopée qui se développe pendant des millénaires et dans plus d'une centaine de pays, c'est une mission impossible, évidemment. Donc j'ai pris le parti d'une approche moins rationnelle, beaucoup plus ponctuelle, en cherchant à vous présenter une sélection de réalisations exemplaires de la diversité mondiale de ces architectures à travers différentes civilisations et différents pays. J'ai choisi 300 images et en veillant à établir un équilibre rigoureux, d'une part entre, disons, les architectures historiques et vernaculaires, et d'autre part les architectures en terre modernes et contemporaines. Les architectures de terre, c'est une épopée qui se développe à l'échelle universelle, sur tous les continents, et en particulier dans les régions ici océan Rouge. On voit d'emblée que les architectures de terre, ce n'est pas un produit exotique comme on l'a longtemps cru, puisque la carte révèle clairement que l'Europe est bien dotée. Par contre, certains continents, comme l'Australie, ont acquis ces savoir-faire très récemment, au XIXe siècle seulement, lorsque les colons européens se sont installés là-bas. Dans tous les autres continents, la naissance des architectures de terre correspond avec la naissance des grandes civilisations, et donc essentiellement en Chine, en Afrique, aux Amériques. Le point le plus important, le plus précoce dans ce développement, c'est toutefois le Moyen-Orient, et en particulier le croissant fertile, où se développe à partir d'il y a 10 000 ans environ, la révolution néolithique, qui elle-même va induire l'invention de l'agriculture, qui à son tour nécessite le passage du nomadisme à la sédentarité, donc crée de nouveaux besoins d'habitats fixes et de villages. Cette révolution, qui a eu lieu donc il y a à peu près 10 000 ans, est suivie par une autre, sans doute encore plus importante, qui est la révolution urbaine avec l'invention de la ville. Il se fait que dans ces régions du Moyen-Orient, qui sont souvent semi-désertiques, les ressources sont extrêmement réduites. Il n'y a pas de forêt, pratiquement pas de bois, très peu de pierres. Et donc la seule ressource procurée par la nature, c'est effectivement la terre. D'où ce phénomène majeur de voir pour la première fois apparaître sur la planète toute une série d'inventions majeures, le village, la ville et toutes les architectures qui les constituent entièrement construites en terre. Juste une petite remarque, si quelqu'un m'entend, on a oublié de me donner de l'eau, c'est un complément indispensable de la terre, je suis déjà assoiffé à la 3e minute. Donc je compte sur vous pour me trouver au moins 1,5 litre d'eau. Merci. Le plus ancien village connu, c'est celui trouvé en 58 en Anatolie, en Turquie, sur le site de Katalyotuk. Il a été construit vers moins 6000 avant notre ère, et d'emblée il est très structuré avec des habitations cubiques, des toitures terrasses par lesquelles se fait le seul accès à la maison. C'est une agglomération extrêmement compacte, sans rue. Par contre, l'habitat se révèle d'emblée extrêmement élaboré dans sa spatialisation, et même, comme on le voit, intègre sur les murs les premières expressions intégrées de l'art dans l'architecture. Mais l'invention majeure du Moyen-Orient, de la Mésopotamie, c'est évidemment l'invention de la ville qui, comme je l'ai dit, va être construite essentiellement en terre crue pendant 3 millénaires dans la plupart de ses composantes. D'emblée, on voit aussi, en termes d'histoire de l'urbanisme, que certaines de ces villes révèlent des plans d'une étonnante rationalité, comme celui-ci avec ce quadrillage de rues qui irrigue tous les quartiers d'habitants en gris, son enceinte, et puis ces deux pôles nouveaux qui expriment deux créations tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'humanité, le pouvoir royal en haut, le pouvoir religieux à gauche. La plus célèbre de ces villes de Mésopotamie, c'est évidemment Babylone,
dont la richesse était célèbre, ce qui a supposé aussi très vite l'invention d'une architecture militaire pour défendre toutes ces cités, murailles et systèmes défensifs qui étaient essentiellement construits en terre crue sur des centaines de kilomètres linéaires au Moyen-Orient, sauf exception. Ici, dans cette célèbre porte à Babylone, effectivement, la porte en bleu, on voit qu'elle est recouverte de briques cuites et de briques vernissées et même ornementées. Ce qui veut dire en clair qu'en Mésopotamie, on connaissait comme Lévi-Strauss le cru et le cuit. Le cru était utilisé pour l'immense majorité des bâtiments. Le cuit, les briques cuites ou vernissées, merci beaucoup, vont l'être uniquement pour protéger des intempéries ou des attaques les bâtiments les plus vulnérables ou les plus symboliques. Mais cette carapace en briques cuites n'est en fait qu'un épiderme. C'est dans Mésopotamie aussi qu'on va inventer pour la première fois sur cette planète l'architecture monumentale, et ceci pour répondre aux attentes du pouvoir politique naissant, et donc d'où la construction de nombreux palais en terre, de même que pour le pouvoir religieux, les temples. C'est en Mésopotamie aussi qu'on invente d'emblée la mégalomanie architecturale, et à des fins religieuses, évidemment. Ces ziggourats, on en a construit une trentaine en Mésopotamie, avaient pour fonction littéralement, de réunir la terre des hommes et les cieux des dieux. Donc elle s'élevait à jusqu'à 60-70 mètres de haut. C'était une masse colossale de briques de terre, sans espace interne, c'était massif. Et une fois de plus, seule la peau, l'épiderme, était en terre cuite. Autre invention majeure de cette même époque, donc les 3 millénaires qui précèdent notre ère à peu près, c'est l'invention de l'architecture domestique et urbaine. Et comme la ville doit être très compacte pour limiter son périmètre défensif, et comme il faut aussi se protéger d'un environnement très hostile sur le plan climatique, on invente la maison introvertie, la maison à patio, qui se construira sur 1, 2 ou parfois 3 étages. Toutes ces innovations, la ville, le village, l'architecture religieuse, militaire, royale, etc., toutes ces inventions vont, après l'effondrement des empires de Mésopotamie, se prolonger jusqu'à nos jours. Et ce miracle extraordinaire est dû au fait qu'un certain nombre d'autres civilisations au Moyen-Orient ont pris le relais pour entériner ces savoir-faire architecturaux et urbanistiques, les améliorer, les généraliser. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, dans un pays comme l'Iran, on retrouve couramment les maisons urbaines organisées autour de patios, évidemment construites en terre crue, comme l'attestent les coupoles qu'on voit autour, que tous les systèmes défensifs ont été maintenus et rationalisés, ici la célèbre forteresse de la ville de Bam, en Iran aussi. Et de même, le principe même de la ville en terre a été entériné et est devenu ce qu'on appelle couramment aujourd'hui la médina, donc constituée d'habitats et de bâtiments accolés sur toute leur face, puisqu'ils sont intériorisés autour des patios. Le fait que ces différentes cultures et civilisations du Moyen-Orient aient su assumer cet héritage de l'Antiquité, le prolonger, ne signifie nullement qu'il n'y ait pas eu d'innovation dans ces régions. En voici un exemple extraordinaire, c'est la ville de Shibam au Yémen, classée au patrimoine universel évidemment. Toute cette ville est entièrement construite en terre crue, sauf qu'on n'y a plus adopté l'habitat patio, mais des immeubles de 5, 6 ou 7 étages, chacun attribué à une famille large, et qui donc composent un tissu urbain d'une densité tout à fait extraordinaire, ce que les touristes appellent le Manhattan du désert. Et comme on le voit sur ce plan général, le seul matériau de base pour construire les villes, ce sont ces briques en terre crue qui figurent à l'avant-plan. Ce savoir-faire urbain et architectural est resté très vivace dans certaines régions du Moyen-Orient, en particulier au Yémen, dont on voit ici un quartier récent en damier construit à la fin du XXe siècle, ou autre exemple, cet extraordinaire palais d'une grande famille bourgeoise élevée sur 7 étages, ce qui n'est nullement une exception, puisque au Yémen, il y en a tant d'autres comme ceci.
En Asie, un des chefs-d'œuvre les plus célèbres du génie militaire, c'est évidemment la Grande Muraille de Chine qui se développe sur 7000 km linéaires au moins. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle n'utilise que les matériaux locaux disponibles sur place. En clair, c'est soit en pierre, soit en terre. Et de ce fait, plusieurs tronçons très longs de la Grande Muraille de Chine, ce qui est peu connu, sont effectivement construits en terre crue. La Chine a aussi développé un réseau dense de villes. Celles-ci sont soit creusées dans le sol, creusées dans la terre, en particulier dans la ceinture de l'Euse, et ces villes abritent quand même plusieurs dizaines de millions d'habitants, soit plus traditionnellement structurées en intense dense, qui lui aussi a inventé la notion du patio, ces maisons étant la plupart du temps construites en adobe. Une des architectures vernaculaires rurales les plus étonnantes de Chine, au sud-est, c'est les villages construits par les Hakka, des édifices communautaires, circulaires ou carrés, le plus souvent circulaires, l'enceinte étant pisée, massif, donc mur massif en terre, et sur cette périphérie se développe l'habitat de 30, 50 ou une centaine de familles, chacune occupant une section du gâteau sur 4 étages. Et au centre sont édifiés en adobe les services communautaires, écoles, cuisine, bains. Tout le continent indien est lui-même ponctué de milliers, de dizaines de milliers de villages bâtis en terre crue. Quant au Japon, son histoire est surtout marquée par 2 archétypes en terre. À l'échelle monumentale, d'immenses tumuli construits par assises successives de terre damée pour les tombeaux des empereurs, ou à l'échelle de l'architecture domestique, des pavillons pour la cérémonie du thé, la cérémonie zen. L'Asie a aussi inventé un certain nombre de paysages novateurs. Ici en milieu urbain en Corée, et ici en Chine et dans bien d'autres pays de l'Asie, des montagnes entières redessinées en terrasses pour permettre l'irrigation de la culture du riz. En Afrique, excusez-moi, je ne sais pas comment c'est dans la salle, mais ici il fait vraiment très chaud, ça doit être les projecteurs. En Afrique, l'évidence la plus ancienne de la construction en terre, on la trouve en Égypte pharaonique, comme le présente cette frise trouvée dans un tombeau où on voit la fabrication des briques d'adobe. Pourtant, nous avons tous en tête une sorte de cliché qui traîne. On nous a appris à l'école qu'en Égypte, c'était une civilisation marquée par son architecture de pierre. Et ce malentendu et cette inexactitude méritent une petite mise au point. En effet, si en Mésopotamie, le souverain, le roi, est un humain et un mortel, ce n'est pas le cas en Égypte. Le chef, le pharaon, est un dieu vivant. Et donc, il y a obligation absolue et formelle, à son décès, après son passage sur terre, de lui garantir un tombeau et un certain nombre d'édifices, les temples élevés à son culte, qui soient absolument éternels, inviolables, et donc d'où le recours à la pierre. Mais pratiquement tous les autres bâtiments de la civilisation égyptienne sont bâtis en terre crue. Prenons l'exemple très révélateur de ce temple dédié à Ramsès. La partie centrale, celle-là, ici, qu'on voit en blanc, c'est effectivement le lieu du culte du pharaon. Et donc, cette partie est construite en pierre. Par contre, tous les bâtiments périphériques, les logements des prêtres, les réserves alimentaires, les silos, les écoles, etc., et les 2 enceintes sont entièrement en terre. C'est un bon exemple de cette dualité qui caractérise la civilisation égyptienne. Par contre, tous les habitats, les plus modestes à droite ou ceux des élites à gauche, sont de même construits avec la terre crue, de même que les villages ou les quartiers urbains. Et c'est ainsi que des villes, ici on voit Thèbes, sont essentiellement construites avec de la terre crue, sauf, comme on vient de le voir, le noyau central des temples qui sont situés ici aux 2 extrémités de l'axe monumental.
Même les villes militaires construites à la périphérie de l'Égypte pour protéger les frontières sont entièrement construites en pisé. De cet extraordinaire héritage historique et archéologique, il reste en Égypte quelques traces notoires passées dans le vocabulaire vernaculaire. Par exemple, cette ville, en fait c'est un cimetière, c'est une nécropole, qui se développe sur plusieurs kilomètres de long. Chaque coupole en terre est une concession familiale et cela donne naissance à un paysage tout à fait extraordinaire. De même, dans le delta du Nil, ces villes, qui sont en fait d'immenses pigeonniers, chaque tour abritant 1 millier de pigeons. Une architecture monumentale qui est très vivace dans le delta actuellement. Autre territoire de l'Antiquité en Égypte, près de Tunis, les Phéniciens partent du Liban actuel, s'installent donc sur le territoire actuel de la Tunisie pour bâtir Carthage, qui va devenir très puissante et qui va oser défier Rome. Les Phéniciens importent avec eux du Moyen-Orient plusieurs savoirs hérités de l'Antiquité, de la haute Antiquité, à savoir la construction en terre, mais aussi, zoom sur ce plan, l'habitat en patio. Et cette tradition carthaginoise va elle-même avoir une forte influence sur de nombreuses villes construites en Afrique du Nord, en particulier au Maroc. Et on voit ici, sur ce quartier clandestin, construit spontanément autour de Marrakech dans les années 70, qu'on retrouve exactement, 5000 ans plus tard, le principe de la ville du Moyen-Orient. Maison à patio, construite en terre. Et cette terre est très présente dans les villes impériales du Maroc, comme en témoigne ici cette vue de la cour d'honneur d'accès au palais royal au sein de la plus célèbre des villes impériales du Maroc, Fès. De même, toutes les enceintes des villes impériales au Maroc, c'est-à-dire des centaines de kilomètres de murs, une fois de plus comme en Mésopotamie, utilisent cette même technique. Mais le Maroc est un pays essentiellement rural et la plupart de ces villages sont bâtis en terre, que ce soit dans les montagnes, ici l'Atlas, ou dans le sud, dans les oasis, ici la vallée du Dra. Ces oasis linéaires se développent sur des dizaines, parfois même des centaines de kilomètres, et sont régulièrement ponctués à peu près tous les kilomètres de villages extraordinaires qu'on appelle les Ksours. Pourquoi il n'y a pas de mise au point, messieurs? Oh là, il n'y a plus de pilote? Il charge, mais c'est pas normal, il chargeait pas chez moi. Mais ça m'est jamais arrivé, ça. Donc on va avoir toutes les images en flou. Ah, bon, et c'est précisé. Donc voilà ce qu'on appelle un ksar, des ksours. Donc c'est une des grandes spécificités des agglomérations rurales du Sud, qui parfois d'ailleurs se développent sur des plans orthogonaux et géométriques. Agglomérations qui sont elles-mêmes extrêmement denses, une fois de plus, parce que l'espace est très précieux dans l'oasis, mais aussi pour se défendre des rigueurs du climat. Et de ce fait, phénomène étonnant, rare en Europe, les agglomérations rurales sont aussi denses que les agglomérations urbaines, et la typologie de l'habitat est pratiquement la même. Ce caractère urbain des villages du sud saharien en Maroc est accentué encore par le fait que ces villages sont entourés de murailles défensives qui, une fois de plus, rappellent celles qu'on a pu voir en Mésopotamie 5000 ans plus tôt. Ces villages du sud marocain sont souvent constellés de kasbahs, les maisons des chefs ou des chefs tribaux, elles-mêmes défensives ou élevées sur les hauteurs, et qui elles-mêmes reprennent le principe du patio, mais en le diminuant considérablement en taille pour se protéger de l'excès de lumière et de l'excès de chaleur de l'extérieur. Mais le concept est resté le même. En Afrique noire, de l'autre côté du Sahara, l'immense majorité des villages sont évidemment aussi construits en terre, et ils témoignent d'une extraordinaire diversité de leur architecture. Par contre, ce qui est moins connu, parce que ça a été occulté pendant la période coloniale, il y a aussi en Afrique noire une remarquable tradition urbaine. Ici, nous survolons la célèbre ville de Djenné au Mali,
fondée au XIIIe siècle sur un site voisin et déplacée ici il y a 4 siècles. Au cœur de cette ville s'érige la plus célèbre des mosquées d'Afrique bâties en terre crue. En fait, elle n'est pas très ancienne, elle a juste un siècle, elle a été construite en 1909. Une mosquée très monumentale. Vous remarquerez les excroissances en bois. À l'époque coloniale, on disait que c'était décoratif, raisonnement stupide. Évidemment, c'est purement fonctionnel et ce sont des échafaudages permanents permettant aux maçons de refaire l'enduit annuel lors des grandes fêtes religieuses. Cette tradition des mosquées est très vivace au Maroc, au même titre que la tradition urbaine et de l'habitat est aussi très vivace au Yémen. Cette mosquée a été construite il y a quelques années, et d'ailleurs primée par le prix Aga Khan. L'intérieur de ces mosquées révèle souvent un langage très monumental et révèle l'intelligence des systèmes constructifs. De même, dans des villes comme Djenné, l'architecture domestique, ici une maison de notable, est très remarquable par sa force, sa puissance, sa dignité, où on révèle des influences venant à la fois du Maroc, mais aussi, une fois de plus, de Mésopotamie, via l'Égypte, via Carthage et compagnie, puisqu'on retrouve le principe du patio qui n'existait pas avant en Afrique. Dans ces villes d'Afrique de l'Ouest, une très grande diversité aussi d'habitats urbains qui révèlent la créativité des bâtisseurs anonymes et leur talent et leurs impulsions ornementales. Ici, le palais d'un émir au Nigeria et l'intérieur de sa salle de réception. Ces intérieurs sont souvent très élaborés. En Afrique, ici, une maison en Mauritanie, ici, une autre au Burkina Faso, qui est exceptionnelle parce qu'elle révèle une extraordinaire symbiose entre l'architecture, le design et le mobilier, le tout étant composé en une seule fois en terre. En fait, l'architecture africaine se révèle extrêmement sculpturale dans sa monumentalité. Ici, on pense presque voir Ronchamp, très moderne parfois dans ses formes et son vocabulaire. Elle peut être aussi extrêmement fluide, et cette fluidité peut elle-même être sensuelle, voire carrément érotique. Ces architectures sont aussi puissantes et marquées par de singulières modénatures qui marquent puissamment leur façade. Celle-ci, par exemple, est d'une étonnante modernité. C'est une petite mosquée rurale construite il y a une vingtaine d'années au Mali. Cette modernité en Afrique se retraduit elle-même dans certaines villes ou certains quartiers urbains, comme ici à Mopti, dans le nord du Mali. Et dans ces pays, l'architecture n'a pas de frontières, c'est-à-dire la terre n'a pas de frontières. Elle sert aussi à servir un langage sculptural. Ici, un tombeau. Ici, un temple à Shanti, au Ghana. Les femmes ont un rôle très important dans la finition des habitats et des monuments. C'est à elles que revient le rôle de doter l'architecture d'un langage ornemental très riche et indissociable de ces cultures. Ici, les façades du Nigeria. Aux Amériques, les civilisations précolombiennes ont construit de très nombreuses villes, mais qui souvent avaient déjà disparu avant l'arrivée des Européens. Quant à celle qui restait, comme l'extraordinaire et splendide capitale des Aztèques, elle a été rasée entièrement par les Espagnols pour faire table rase et y construire ex nihilo la capitale du Nouveau-Mexique. Il reste toutefois quelques témoignages de l'urbanisme précolombien, notamment au Pérou, dans les plaines. Cette ville, Chan Chan, a été édifiée vers le Xe siècle, c'est-à-dire bien avant l'émergence de l'Empire Inca. À gauche, le plan, étonnant aussi de rationalité, on dirait presque un tableau de Mondrian. À droite, on voit la structure de la ville, composée d'enceintes dans lesquelles sont lotis, développés les palais, les temples et les habitats, dont on voit ici les vestiges archéologiques qui subsistent. L'enceinte de ces temples et palais étaient eux-mêmes traités d'une manière très artistique,
ces épais murs en terre étaient sculptés pour ainsi mettre à jour une très riche iconographie légendaire. Quant à l'habitat domestique, il était souvent lui aussi organisé, comme le révèlent ces urnes funéraires, selon des enceintes en terre dans lesquelles se développaient au fur et à mesure de la croissance de la famille différentes habitations. Mais le fait le plus marquant de l'architecture précolombienne, ce sont évidemment les pyramides, ou les pyramides à gradins plus exactement. Comme c'était le cas pour les ziggourats en Mésopotamie, ici, souvent, pas toujours, souvent, le noyau central de ces énormes édifices était en terre, soit en couche de terre battue, soit en briques d'adobe. On voit ici le vestige de la plus grande pyramide des Amériques. Vous voyez l'échelle humaine, là, tout en haut. C'est à peu près 9 millions de briques d'adobe. Et ce savoir-faire, on le retrouve aussi sur le territoire actuel des États-Unis, des civilisations d'Indiens qui se développaient le long du Mississippi ont procédé de manière analogue, mais ces civilisations ont disparu dès le Xe siècle. Des savoirs indiens traditionnels en architecture, il reste peu de choses, notamment dans l'état du Nouveau-Mexique, les pueblos, qui sont donc des villages très compacts, souvent construits en gradins. Quand les Espagnols commencent la conquête systématique des Amériques, au début du XVIe siècle, ils importent avec eux différents savoir-faire constructifs et notamment deux techniques de construction en terre crue, celle de la brique en adobe et celle du pisé. Et il est intéressant de savoir qu'ils avaient eux-mêmes hérité de ce savoir-faire du monde arabe, puisque la conquête arabe était venue et a subsisté en Espagne pendant plusieurs siècles, et que c'est ainsi que les Espagnols ont à leur tour transféré ces techniques aux Amériques. Ces techniques ont servi d'une part à construire de très nombreux villages de colonisation, comme on le voit ici, dont la fonction était simple et simpliste évidemment, christianiser les Indiens et exploiter la main-d'œuvre. Et d'autre part, les Espagnols ont construit énormément de villes nouvelles, dont les plans étaient conçus, des plans types conçus en Espagne, expédiés au gouverneur avec ordre de les construire tels quels in situ. De 1510 à 1600, en un siècle, on a construit 200 villes nouvelles. Et en fait, pendant les 3 premiers siècles de la colonisation espagnole, le nombre de villes nouvelles est monté à 750. C'est donc probablement le plus grand chantier d'urbanisme de la Renaissance. Et toutes ces villes étaient essentiellement construites en terre, du moins l'habitat, comme on le voit ici dans une de ces villes coloniales de Colombie. Toutefois, zoom sur le centre, on s'aperçoit que l'église échappe à la règle, elle est bâtie en terre, ce qui nous ramène à cette logique binaire qu'on a constatée en Égypte. Mais les habitats dans la ville étaient construits en terre, que ce soit les petites maisons, les habitats modestes ou les commerces, ou les maisons bourgeoises. Le matériau était le même, la différence venait de la grandeur de l'édifice et du traitement ornemental qui en était fait à l'extérieur par des applications de motifs en plâtre. Un des faits majeurs de l'architecture coloniale espagnole, c'est évidemment l'architecture religieuse. Beaucoup de ces églises sont construites en terre, ici en Bolivie, et nombreuses sont celles, selon de nombreuses variantes, édifiées aux États-Unis. Ici, l'église dédiée à Saint-François, autour de la plus ancienne des États-Unis, autour de laquelle va se développer la métropole de San Francisco. Quant à l'Europe, excusez-moi des intermèdes aquatiques, mais quant à l'Europe, la construction en terre commence aussi à l'époque néolithique, mais un peu plus tardivement qu'au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs de là-bas que vont venir les influences, que ce soit aussi bien pour l'agriculture naissante que pour les techniques constructives. Et le canal principal de diffusion de ces savoirs et de ces pratiques, c'est la vallée du Danube. D'où le nom donné à cet archétype d'habitat, maison danubienne, maison longue, qui est donc le premier archétype bâti en Europe, mur en terre avec structure en bois interne de renforcement. Les influences du Moyen-Orient vont donc d'abord se manifester dans les pays les plus proches. C'est ainsi que l'architecture religieuse en Europe commence avec des temples en terre construits dans la Grèce archaïque, 7 siècles avant notre ère.
et que l'architecture urbaine commence dans l'île de Knossos, avec ses maisons mitoyennes, structures bois, remplissage terre. Au cœur même de Rome, sur la colonne Trajane, on peut voir l'un de ces bas-reliefs représentant les légionnaires en train d'extraire de la terre, de les porter dans des paniers et d'édifier des murs en blocs d'adobe. Ce dont témoigne d'ailleurs Vitruve, qui a été le premier auteur de l'histoire mondiale à écrire des traités théoriques sur l'architecture. Ces constructions en terre assurées par les légionnaires, c'était essentiellement des structures défensives, des limes, des grands murs similaires à ceux de la Chine, et qui protégeaient l'Empire des conquêtes des barbares. Donc il se développe sur des centaines de kilomètres, notamment entre l'Angleterre et l'Écosse, ou au sud du Maroc, et dans d'autres parts sensibles de l'Empire. L'Europe est donc constellée de très nombreux témoignages de la construction en terre. Ici, on voit en jaune toutes les régions où cette construction est essentiellement en pisé, donc des murs massifs d'encoffrage. En rouge, c'est l'adobe, les briques de terre crue. En vert, c'est le torchis, c'est-à-dire structure bois, remplissage terre. Et en bleu, c'est la bauge, aussi des murs massifs, mais construits sans coffrage. Ces influences vont souvent venir de l'Orient, et ces influences sont véhiculées soit par la civilisation grecque, ce qui est le cas à Marseille, ou par la civilisation arabe, comme je l'ai évoqué, qui va quand même être présente dans la péninsule hispanique pendant 6 ou 7 siècles. À ce propos, le chef-d'œuvre monumental de l'architecture en terre en Europe, en pisé en l'occurrence, c'est le célèbre et somptueux palais de l'Alhambra à Grenade, construit au XIe siècle, qui est l'expression la plus raffinée de l'architecture d'inspiration musulmane, édifiée en Europe et bâtie par une main-d'œuvre importée du Maroc des Berbères. Mais l'architecture de terre n'est pas du tout limitée à l'Europe du Sud. Ici, nous sommes à l'extrême nord, en Islande. La terre ici sert à couvrir les toitures des maisons pour des raisons d'isolation thermique. Au nord aussi, d'ailleurs, les Vikings, dès le Xe siècle, construisent leurs villages et leurs camps avec d'énormes enceintes massives en terre, et leurs habitats, disposés aussi selon des plans d'une étonnante rationalité, sont construits avec structure bois, remplissage terre. Même en Angleterre, qui est un pays très pluvieux, l'architecture de terre est très fréquente, comme en témoigne ce village nouveau du XVIIIe siècle, ou cette demeure aristocratique du XVIe siècle. Donc, grande diversité des architectures domestiques en terre en Angleterre, de même qu'il y a en France une grande diversité de techniques pisées, adobe, torchis dans les différentes régions de France. Cette diversité, on la retrouve en France à travers l'architecture rurale, ici une maison près de Toulouse, dans l'architecture aristocratique. Oui, on construit aussi de l'architecture en terre pour les aristocrates en terre, et ce n'est pas seulement le cas en France, on l'a déjà vu dans d'autres cultures, en Afrique et ailleurs. Diversité qui s'exprime aussi à travers des villages et même des villes. Ici, nous sommes à Colmar, et l'ensemble du centre historique est construit en structure bois, remplissage terre. Toutefois, il existe aussi des villes en France comme Lyon, au cœur de la région Rhône-Alpes, où certains quartiers, ici la Croix-Rousse, ont été édifiés au début du XIXe siècle, en pisé en murs massifs de terre, et ceci jusqu'à 5 ou 6 étages. C'est-à-dire que c'est le seul exemple au monde, à Lyon et avec Chibam, d'habitats construits sur autant d'étages. Après ce bref panorama des architectures historiques et traditionnelles, il convient de parler du rôle essentiel qu'ont joué quelques pionniers pour précisément assurer la transition entre l'historicité, l'héritage, et la modernité. 3 d'entre eux sont essentiels. 2 sont français, François Cointreau au XVIIIe et Le Cratère, actif actuellement, et Hassan Fati, architecte égyptien. Il est frappant que tous les 3 aient
eu l'opportunité de publier un livre qui a été fondamental dans la diffusion internationale de leurs idées. Leçons par lesquelles on apprendra soi-même à bâtir solidement des maisons de plusieurs étages à vil prix et avec la terre seule. Ouvrage dédié aux Français par François Cointreau, maçon et architecte, publié à Paris, mars 1790. Page de garde du premier livre de Cointreau, il en écrira une quinzaine, souvent publiés en une dizaine de langues, au début du XIXe siècle. Cointreau agit dans la mouvance du siècle des Lumières et de sa quête de rationalité, et dans la mouvance de la Révolution française et de sa quête sociale et égalitaire. Cointreau a essentiellement 3 objectifs pour utiliser la construction en terre. Le premier, c'est d'améliorer l'habitat rural. Jusqu'à la Révolution française, l'habitat des paysans était déplorable. Deuxièmement, de promouvoir la construction en terre pour éviter un fléau courant encore au XVIIIe siècle, les incendies de maisons, de villages et de villes. Et le troisième objectif était de démocratiser l'habitat, et notamment par l'idée de construction qui apparaît clairement dans le sous-titre de son livre. Pour ce faire, il commence par rationaliser les techniques qu'il découvre dans sa région natale, c'est-à-dire le Rhône-Alpes. Il était à la fois lyonnais et grenoblois. Sur cette base, il élabore des archétypes de rationalité constructive et enfin des modèles architecturaux. Celui-ci est assez intéressant parce qu'il est vraiment dans la mouvance des idéaux de la Révolution. À droite, une maison d'ouvrier, à gauche, une maison d'un bourgeois. C'est strictement la même. La seule différence, c'est que le bourgeois a droit à un décor en façade. Ce qui, comme par hasard, nous renvoie à la logique qu'on a vue en Amérique latine. Habitat modeste, habitat bourgeois, même combat, même matériaux, seul l'ornement et l'apparence extérieure fait la différence. Et la taille de la maison, évidemment. Cointreau aussi conçoit des plans de manufacture qui seront d'ailleurs matérialisés en France et en Allemagne. L'influence de Cointreau est considérable dans la région Rhône-Alpes. Paradoxalement, pas dans les milieux ruraux ou modestes, mais auprès de la bourgeoisie et ce qui reste de l'aristocratie, comme en témoignent ces différentes constructions du début du XIXe siècle. Les concepts de Cointreau sont aussi appliqués à des bâtiments publics, et même pendant longtemps, pendant plus d'un siècle, son influence va être durable. C'est ainsi que, près de Lyon, la mairie et l'école de cette agglomération est construite en Pisé en 1912. De même, ces cités ouvrières près de Grenoble. Son influence dépasse largement, rapidement la région Rhône-Alpes. Ici, un manoir construit selon ses concepts en Normandie en 1825. Et son influence s'élargit aux pays voisins. En Allemagne, dans la région de Francfort, on construit de nombreux immeubles en Pisé, en milieu urbain, et même des immeubles de 5 à 6 étages. Cette influence se propage vers le nord. Ici, une cité ouvrière construite toujours selon ses préceptes en Norvège, vers 1850. Et au-delà de l'Europe, par exemple dans l'État de New York, ce sont des centaines de maisons sur les plans types de Cointreau qui sont édifiées dans l'État de New York vers 1840, de même d'ailleurs qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. En conclusion, on peut dire que Cointreau a été non seulement le premier architecte de l'histoire de l'humanité à théoriser et pratiquer l'architecture en terre, à la rationaliser, à la véhiculer par ses livres et ainsi à avoir une influence réellement internationale. Le deuxième pionnier d'importance essentielle, c'est Hassan Fathy, architecte égyptien, qui lui intervient dans la mouvance de la révolution anticoloniale. Dans les années 40-50 et en particulier dans la mouvance politique et idéologique de la conférence de Bandung, célèbre parce qu'elle réunit un certain nombre de pays du tiers-monde qui veulent échapper au modèle de l'Occident et à celui du communisme et qui cherchent à établir une troisième voie, une alternative et une forme d'autonomie et d'autarcie. Ce mot-clé d'autarcie, Fathy le prend au premier degré. Et son objectif à lui, c'est donc
dans cette mouvance d'échapper à l'empreinte coloniale, il refuse d'utiliser des matériaux fabriqués dans les pays coloniaux, en l'occurrence l'acier et le béton, et donc n'utilisera que des matériaux locaux, et donc, comme il est en Égypte, principalement la terre. Son deuxième objectif, étant d'une famille aristocratique, il rejette tout ce système, et il dédie sa vie aux gens les plus modestes, en l'occurrence aux paysans de la Nubie. Son livre, Construire le peuple, a été extrêmement influent dans les années 70 en Europe et aux États-Unis, on reviendra là-dessus. Il se retourne donc vers le modèle historique de son pays et sur cette base réinvente la logique constructive. Alors, oui, voilà. Là-bas, on voit donc les arcs en briques de terre, les voûtes en briques de terre et les coupoles en briques de terre. Les arcs, les voûtes et les coupoles. Avec ces trois éléments de vocabulaire technique, il élabore un vocabulaire architectural qui lui est spécifique. Ici, on voit une mosquée en construction reprenant ces trois concepts. Et il réalise surtout des bâtiments d'intérêt public pour les villageois, des écoles, des coopératives agricoles, de l'habitat et notamment des villages. À sa mort en 2003, on peut lire dans Le Monde ceci, rejetant les canons occidentaux qu'il jugeait peu adaptés aux pays en développement, l'Égyptien a conduit une œuvre sophistiquée en s'inspirant de modèles ottomans, Hassan Fati, où la modernité puisait aux sources des traditions orientales. Le troisième pionnier essentiel et contemporain, c'est le groupe Cratère, fondé il y a exactement 30 ans à Grenoble, et dont la vocation est d'intervenir en amont, j'ai dit en amont, de l'architecture du développement durable. Comme Le Monde n'a pas encore eu le bon goût de publier un article depuis 30 ans, je vais vous lire le commentaire que fait de ce groupe un des architectes les plus éminents de notre temps. Renzo Piano, excusez du peu, et son équipe mettent en évidence le sérieux et le savoir-faire du Cratère. Je cite, là, on est dans les guillemets, le sérieux et le savoir-faire du Cratère qui, sachant aller à l'essentiel, sans se laisser détourner par les vanités et pièges de l'architecture, a su, au terme d'un long parcours de 30 années, assurer un grand bond en avant qui mérite une reconnaissance universelle justifiée. Construire avec la terre crue, à l'ère du développement durable, ce sont ces chercheurs et praticiens qui montrent le chemin à suivre. Ce sont eux qui ont de l'avance, car d'une extraordinaire leçon d'observation des architectures vernaculaires en terre, ils ont su tirer l'essentiel et nous transmettre un message indispensable à la pensée architecturale contemporaine. Fermez les guillemets. Probablement un des plus beaux éloges qu'on puisse recevoir. L'action du Cratère commence il y a 30 ans par, très modestement, une volonté de comprendre les traditions de la construction en terre. Et donc, ils analysent les architectures vernaculaires de la région Rhône-Alpes, de France, d'Europe et finalement de très nombreux pays dans le monde. Je vous donne un exemple. Voici une ferme en Rhône-Alpes, construite en pisé. Son soubassement est en pierre, pour éviter que, par capillarité, l'humidité remonte dans le mur en pisé. Le toit est largement débordant pour protéger les sommets des murs. Et cela s'exprime dans un dicton populaire d'une manière très sympathique, qui dit « Un bâtiment en terre peut durer des siècles si on lui donne une bonne paire de bottes et un grand chapeau. » On est au cœur même de la sagesse populaire. Et donc, la première mission du Cratère, c'est de faire un bilan mondial de cette sagesse populaire, de ce génie constructif, de cette intelligence constructive qui parvient à utiliser le plus modeste, le plus banal de tous les matériaux. Cet énorme travail de collecte, d'analyse va aboutir à un livre essentiel, le traité de construction en terre, publié il y a 20 ans, la Bible de tous ceux qui veulent construire avec ce matériau. Cet ouvrage est aussi enrichi de toute une série de recherches
technologique faite par le cratère à Grenoble pour tester, améliorer et rationaliser ces techniques, et par toute une série de recherches scientifiques qui elles-mêmes, l'une et l'autre, ont abouti à l'exposition présentée ici à la Cité des Sciences, au premier étage, et que je vous invite vivement à visiter si vous êtes intéressé par les systèmes constructifs. La deuxième mission du cratère, et elle est capitale, c'est que ce savoir-faire, ils vont l'introduire dans l'enseignement de l'architecture. Aujourd'hui, sur notre planète, d'après l'ONU, un tiers de l'humanité vit dans des habitats en terre crue. Un tiers de l'humanité. Et on l'a vu, ce matériau a été utilisé pendant des millénaires dans de multiples civilisations. L'incroyable paradoxe, c'est que jamais cette technique de construction n'a été enseignée dans aucune école d'architecture du monde. Et c'est le cratère qui, pour la première fois, remédie à cette lacune et crée dans l'école de Grenoble le premier enseignement de l'architecture en terre, où les étudiants reçoivent un enseignement théorique et pratique, et notamment basé sur la construction de très nombreux prototypes en vraie grandeur. Le troisième aspect des innovations du cratère, c'est le fait que ça doit être un des très rares groupes d'architectes dans le monde qui, depuis 30 ans, se préoccupe de mettre au point des stratégies, des actions et des techniques qui permettent en autoconstruction aux populations les plus pauvres du tiers-monde. Vous savez, celles dont on parle souvent à la radio et qui gagnent 2 euros par jour, ou 1. Celle-là, c'est 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas d'habitat. Donc, l'un des objectifs du cratère, c'est effectivement de résoudre ce problème qui apparaît insoluble. Et donc, grâce à des principes d'autoconstruction qu'ils ont mis au point, ils ont développé des programmes, notamment dans l'île de Mayotte qu'on voit ici, un programme qui porte sur 30 000 logements sur 20 ans, qui ont prouvé que cette fatalité pouvait être prise en compte si on le faisait intelligemment avec un matériau local qui ne coûte rien et des technologies intelligemment appropriées et qui puissent être appropriables par les bâtisseurs eux-mêmes. J'ai moi-même fait appel à la compétence du groupe Cratère comme conseiller scientifique quand j'ai décidé au Centre Pompidou en 1981 de réaliser une exposition sur les architectures de terre dont le titre était « L'avenir d'une tradition millénaire ». Le but de cette exposition était double. D'une part, de faire entrer pour la première fois dans un musée cette culture architecturale de la terre et d'en montrer la diversité, l'universalité et l'intelligence. Le deuxième but de cette exposition, c'était d'utiliser cette exposition comme une plateforme pour promouvoir et pour faire un plaidoyer en faveur du renouveau de la construction en terre. Il faut se souvenir qu'en 1981, quand je préparais cette exposition, le monde venait de subir le deuxième choc pétrolier et que le mot d'ordre absolu et permanent, c'était consommer moins d'énergie. Une des vertus de la construction en terre, c'est qu'elle ne consomme nullement d'énergie. C'est un des très rares matériaux naturels qui n'a pas besoin de processus de transformation, ne consomme pas donc d'énergie fossile et donc de ce fait ne produit pas non plus de gaz à effet de serre. Ainsi m'est venue l'idée de jumeler l'exposition avec une démonstration de la faisabilité de cette idée, que certains jugeaient utopique. Donc j'ai cherché à trouver toute une série de relais pour construire une opération expérimentale qui a pris la forme d'un quartier d'habitat, qui s'appelle le domaine de la Terre, dont voici la vue d'ensemble. Il a été édifié dans la ville nouvelle de l'île d'Abo, entre Grenoble et Lyon. C'est une 60aine de logements HLM, répartis en différents immeubles de 4 à 5 étages avec des appartements ou différentes maisons mitoyennes, parfois d'inspiration régionale, parfois d'expression plus contemporaine. L'idée même de cette exposition et de ce quartier expérimental qui était à l'époque le premier construit en Europe en terre en tant que quartier d'habitat urbain et à vocation sociale, inauguré en 1985,
Cette double idée m'est venue d'une double expérience. D'une part, j'ai été pendant 5 ans architecte au Maroc, où j'ai attrapé le virus de la Terre. Et d'autre part, pendant les années 70, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis et d'y être pendant cette époque fastueuse et agitée où se développait la contre-culture américaine, qui était elle-même une contestation dans tous les domaines du système établi, notamment en architecture. De ce fait, un certain nombre de ces contestataires ont cherché à édifier, en dehors des villes, des communautés qui utiliseraient non pas les matériaux industriels du marché, mais des matériaux naturels, et qui se sont donc quelque peu inspirés à l'origine de l'architecture de terre des pueblos indiens. Cette marginalité qu'on a trop souvent qualifiée de hippie, c'est un terme abusif, s'est assez rapidement élargie à une demande sociale d'un certain nombre de bourgeois éclairés qui ont demandé à des architectes de leur construire aussi des maisons en terre. On est toujours dans les années 70. Ainsi, il y a aussi aux États-Unis l'inné d'une architecture en terre solaire, dont on voit un exemple ici. Mais pour moi, l'élément le plus marquant de ces expériences pionnières aux États-Unis des années 70, c'était la construction à Albuquerque, la capitale de l'État du Nouveau-Mexique, de ce quartier d'habitat d'une 60aine de logements, La Luz, dont on voit ici une photo du chantier avec à l'avant-plan les murs en briques de terre, elles-mêmes réalisées par des artisans dans des petites unités locales. Les maisons de La Luz étaient destinées à la upper middle class, des médecins, des avocats et tutti quanti. Mais ça représentait un événement majeur aux États-Unis, tant sur le plan urbanistique, de l'habitat dense, exception en Amérique, un paysagisme remarquable, comme on le voit, et une architecture construite en terre. C'est effectivement ce quartier qui m'a inspiré l'idée d'importer un concept similaire en Europe, mais tout en l'adaptant ici à l'habitat social. Ce savoir-faire américain s'est développé essentiellement depuis 15-20 ans. Aujourd'hui, ce genre de construction y est plus courant. Le chef de file de ce mouvement, c'est Rick Joy, dont on voit ici une des villas qu'il a construites en Arizona. En voici d'autres, tout aussi élégantes, tout aussi performantes, construites en pisé. Le pisé étant apparent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans les chambres ou dans les pièces d'habitation. Désormais, de très nombreux autres architectes dans le sud-ouest et en Californie ont amplifié ce mouvement, et les villas de ce genre sont relativement fréquentes maintenant dans le sud-ouest américain depuis 10-15 ans. Et curieusement, on retrouve des villas un peu sur l'archétype des années 50, mais le style neutre, mais construites en terre crue. Toutefois, ce phénomène reste aux États-Unis très connoté upper middle class, classe aisée, bourgeoisie. C'est essentiellement un habitat de luxe. En Europe, inversement, depuis 10-15 ans, 20 ans, l'habitat en terre se développe, mais plutôt pour les classes moyennes ou un créneau plus modeste. Ici, une maison en Suède, une autre en Allemagne, en Autriche. Et sur celle-ci, on voit que les terres qui a été extraites du sol pour faire les fondations a été reposée après sur le toit comme une isolation thermique, comme on a vu en Islande. L'intérieur de cette maison, avec le mur en pisé, à l'intérieur duquel il y a le fourneau de chauffage de la maison en bois. Une autre maison en Autriche, celle de l'architecte Martin Rausch. L'intérieur de cette maison aussi, avec les murs en terre apparents. Une maison d'architecte en Belgique, d'autres faites en autoconstruction en France récemment. Ce phénomène se développe aussi très largement en Australie, un peu sur le modèle américain, upper middle class, villa de luxe, mais le phénomène est beaucoup plus développé encore en Australie qu'aux États-Unis. Ces nouvelles formes d'habitat contemporain en terre ont pris maintenant depuis quelques années une dimension universelle. En voici un exemple en Chine, près de Pékin. En Corée, c'est une maison construite par un des élèves du cratère. De même pour celle-ci en Inde.
immeubles d'appartements à New Delhi, en Colombie, programme d'habitat social en Colombie ou au Chili. Quant à l'Afrique, c'est surtout au Maroc que le phénomène se développe, essentiellement à Marrakech, avec les maisons construites par Elie Mouyal, qui a fait ses études d'architecture en France et au Cratère. Il construit essentiellement des villas de grand luxe pour les élites marocaines et pour la jet-set européenne qui a choisi Marrakech pour y déguster la trilogie luxe, calme et volupté. Mais cette modernité nouvelle de l'architecture en terre ne s'applique pas qu'à l'habitat. Elle s'applique désormais aussi à de très nombreux types de bâtiments publics. Les débuts ont été très modestes. Ça, c'est une batterie de toilettes, de WC aux abords d'un musée. On était prudent. Début modeste aussi aux États-Unis, avec ce petit centre communautaire. Mais c'est sans doute dans l'architecture scolaire que cette architecture a trouvé récemment une remarquable maturité et son expression la plus contemporaine. Ici, nous sommes au Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette école rurale, dans un petit village perdu dans le nord du pays, a été édifiée par les villageois eux-mêmes, sous l'impulsion d'une jeune architecte autrichienne, elle a 30 ans, elle s'appelle Anna Ehringer. Donc c'est une école qui regroupe 3 classes au rez-de-chaussée, 3 à l'étage, qui est très remarquable parce qu'elle n'utilise que des matériaux locaux disponibles gratuitement au village, la terre pour les murs du rez-de-chaussée et les bambous pour la superstructure. Voici l'une des classes, et vous remarquerez à droite une ouverture. En fait, elle n'est accessible qu'aux enfants, et c'est une espèce de ventre de la mer, de grotte, où ils peuvent s'isoler entre les cours. Anna Ehringer a aussi construit tout récemment, il y a 2 ans, des centres de formation comme celui-ci, où elle continue à appliquer cette complémentarité terre et bambou, qui est très astucieuse. Et son militantisme l'amène à privilégier, ce qui est très rare, la construction par des femmes pour améliorer le statut social de ces femmes dans le village. Au Mexique, d'autres bâtiments scolaires témoignent d'une modernité tout à fait novatrice. Ici, une école des beaux-arts, achevée il y a 3 ans, en Pisé, et par le même architecte, à Mexico même, le Centre national de formation des aveugles. L'Australie va encore plus loin, puisque là-bas, on construit carrément des campus universitaires en terre, complétés, comme on le voit, par toutes les technologies solaires. En Europe, les développements de l'architecture scolaire sont assez modestes jusqu'ici. Voici une école en Suède, une autre en Allemagne, une en France. Mais quand même, cet auditorium a été récemment inauguré à Toulouse, un auditorium universitaire avec son mur d'enceinte en adobe pour des raisons essentiellement acoustiques. L'architecture de terre a aussi connu un nouveau développement dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire qu'on construit désormais des immeubles de bureaux en terre. Nous sommes ici au siège administratif de la plus grande imprimerie en Autriche, un immeuble aussi conçu par Martin Rausch, et un autre, d'un autre architecte, qui est un laboratoire de recherche pharmaceutique dans le même pays. Le principe même de construire un bureau en terre, Rick Joy a été le premier à le faire en 80 pour sa propre agence dans l'Arizona, donc entièrement édifié en pisé. Quant à l'architecture religieuse, dans ce cas-ci, toujours un bâtiment de Martin Rausch, qui est décidément un des architectes les plus créatifs d'Europe dans ce domaine. Je fais d'ailleurs une parenthèse pour signaler que ce n'est pas un architecte, mais un artisan. Il a été formé comme potier et il était très intrigué par les vertus de la terre. Ça l'a amené au Cratère, qui lui a fait comprendre les logiques constructives, et il est aujourd'hui l'architecte le plus performant dans ce domaine en Europe. De même, Rick Joy
J'ai oublié de le mentionner, c'est peut-être troublant, mais il n'est pas architecte non plus. Enfin, il n'était pas à l'origine. C'était aussi un artisan, un menuisier, qui est devenu architecte plus tard. Et je pense que ce n'est pas par hasard que ces architectes qui deviennent les leaders de cette architecture contemporaine sont d'abord des artisans proches de la matière, avant d'être des intellectuels. Donc voici l'église que Martine Roche a construite en... Help. Est-ce qu'il y a un pilote à bord? Il est bloqué. Il ne répond plus. Ça, c'est l'extérieur de l'église. On a vu l'intérieur circulaire en pisé, et l'extérieur, c'est une espèce de claustrat en bois, à travers lequel on voit le mur empisé. C'est parce qu'on est près des 60 minutes que vous avez bloqué l'ordi? Non, parce que j'ai commencé en retard. Hein. Il me reste quelques minutes quand même. Et là, il est bloqué carrément? Ben, quand je fais les flèches, il ne bouge plus. Attendez. C'est reparti? C'est reparti. Vous êtes sûr? Normalement. C'est bon. Merci. Un couvent construit en France. Et ceci n'est pas une église, mais le Centre national du vin en Autriche. Décidément un pays pilote, c'est aussi là qu'on trouve les seuls hôtels 4 étoiles dans le monde édifiés en terre. Voici le même. Et c'est aussi un architecte australien qui a construit au bout de temps ces hôtels 5 étoiles pour un grand groupe immobilier de Thaïlande. En voici l'intérieur. Et c'est toujours en Australie qu'on voit l'émergence d'une architecture muséale. Plusieurs musées et centres culturels ont été construits avec ce matériau. En Europe, les choses sont amorcées. Ici, à Bâle, dans l'un des zoos les plus célèbres d'Europe, le pavillon des éléphants a été récemment édifié en pisé. Toujours Martine Roche. À ce propos, comme vous avez compris que Martine Roche et Anna Ehringer étaient quand même deux vedettes européennes de ce renouveau de l'architecture, je recommande vivement que vous assistiez mardi prochain, même lieu, même heure, à leur conférence conjointe. Ce sont des gens extrêmement sympathiques et passionnants. Ici, on est en Chine. C'est un petit musée construit par Wang Shu, qui est lui-même un des leaders des avant-gardes chinoises. Un remarquable équilibre entre pisé, terre, acier et verre. Toutefois, la terre n'a aucune raison d'être limitée dans ses usages à l'architecture. Elle peut très bien aussi s'impliquer dans le génie civil. De fait, certains ingénieurs estiment que dans certains cas, il n'y a pas de raison de construire des barrages en béton armé et que ceux-ci peuvent parfaitement être construits en terre crue. Ce sont donc des barrages de masse. On voit ici celui de Grand Maison construit dans les Alpes, près de Grenoble, il y a 30 ans. Gigantesque accumulation de terre qui, par son échelle, vous voyez les camions, ils sont eux-mêmes gigantesques. Donc, entreprise qui, par son échelle, curieusement, rappelle d'une certaine manière les ziggourats de Mésopotamie et les pyramides des Amériques. Autre exemple de barrage en terre construit aux États-Unis, même principe appliqué aux plus grands réservoirs d'eau d'Allemagne ou aux États-Unis pour la construction d'un stade de football. Au lieu de construire des gradins en acier ou en béton, l'idée très simple ici, c'est effectivement d'élever une sorte de levée de terre gigantesque contre laquelle on adosse tout simplement les gradins du stade. Même principe repris par Frank Gehry en Californie pour concevoir ce théâtre en plein air. La terre crue a aussi fait son entrée récemment au cœur même de l'art contemporain, auprès de nombreux artistes et en particulier auprès d'un certain nombre d'artistes du Land Art. Ici, les dessins d'intention d'un artiste allemand qui s'appelle Vogt, qui matérialise ses projets dans le sud du Maroc, dans les régions désertiques. Ces constructions qu'on voit ici sont très hautes. Enfin, on voit l'échelle humaine à gauche, c'est 3 ou 4 étages de haut. Il a développé toute une série d'installations monumentales
avec l'idée de trouver une sorte de dialogue entre l'Europe et le Maghreb, où lui apporte le concept, un savoir-faire artistique, et la main-d'œuvre berbère locale amène un savoir-faire technologique. Et c'est ainsi qu'il a sa dernière œuvre, c'est une sorte de ville imaginaire construite en terre crue. Si la vocation de l'artiste dans nos sociétés actuelles est notamment de détecter des évolutions, de sentir des mouvances ou de préfigurer des changements de cap, on peut peut-être penser que cette cité imaginaire qu'il a construite préfigure la cité écologique dont nous avons urgemment besoin et où la terre crue retrouverait la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans la construction et où ses usages seraient réactualisés en fonction de nos exigences écologiques et autres. Et en guise de conclusion, je voudrais vous lire un bref extrait du livre qui m'a le plus frappé, qui m'a le plus stimulé depuis de nombreuses années. C'est un livre d'un auteur américain qui est biologiste, géographe et historien. Il s'appelle Jared Diamond. Son livre a été traduit chez Gallimard en 2006 sous le titre « Effondrement ». Et le sous-titre est plus explicite « Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». Je cite un bref passage de son introduction. « Le passé est pour nous une riche et indispensable banque de données dans laquelle nous pouvons puiser pour nous instruire si nous voulons continuer à aller de l'avant. Toutefois, il ne faut pas naïvement croire que l'étude et la connaissance de l'histoire pourra à elle seule fournir des solutions simples et directement applicables à nos sociétés contemporaines. Le passé est riche d'enseignements, mais dans la mesure où nous méditons comparativement ces leçons. Merci.